La précarité est une donnée un peu générale de la profession, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment ce chiffre pour les plus jeunes. Intuitivement, on savait que les choses étaient très importantes, mais là, effectivement, on est à 2 sur 3. On a des niveaux, moi, dans les entretiens que j'ai, là, des niveaux, des gens qui gagnent 900 € par mois, 1000 € par mois. Le stress, il est un peu structurel, surtout quand on est dans des métiers où, pour ceux qui travaillent dans des médias rapides. Toute la question est de savoir si on a affaire à un encadrement qui prend les choses en compte, qui accompagne, qui aide, ou est-ce qu'au contraire, on a un encadrement qui va avoir tendance à dire bah, c'est comme ça qu'on apprend, c'est bon, On est les tous meilleurs. passés par là. Oui, et les meilleurs tiendront, les mauvais partiront. Enfin, vous voyez, il y a aussi ce type de propos qui peuvent se tenir. Je pense qu'on a un problème d'encadrement, de compétence de l'encadrement. Et beaucoup d'entre eux ont plutôt cette représentation selon laquelle, finalement, les meilleurs, ce seront ceux qui tiendront le coup, quoi. Et le risque de ces burn-out, c'est que s'ils ne sont pas pris en compte, pas pris en charge par l'entreprise elle-même, en aménageant les conditions d'activité, en aménageant les conditions dans lesquelles on va accompagner ces personnes dans leur travail, eh bien, on va arriver à des cas de burn-out très graves. Et là, dans l'enquête précédente, j'avais des personnes qui avaient quitté la profession. Pour écouter l'intégralité des lives, rendez-vous sur ma chaîne Twitch AutomJ et abonne-toi si tu ne veux rien rater de mes streams 2 à 3 soirs par semaine. Et donc en direct avec Jean-Marie Charon qui était en train de se présenter, sociologue des médias, qui avait donc fait une enquête justement sur les départs dans la profession. Et cette enquête-là est complétée par une nouvelle enquête focalisée sur les jeunes journalistes. Alors ce que vous appelez jeunes, c'est arbitrairement, on va dire, entre 22 et 30 ans. Arbitrairement d'ailleurs, ou enfin il y a quand même... Pas complètement, si vous voulez. C'est-à-dire en regardant un peu l'enquête précédente, j'avais vu qu'il y avait un âge qui était quand même assez intéressant, qui était autour de 30 ans, quoi. Alors, et l'idée, si vous voulez, c'était pas tellement d'ailleurs de concentrer l'enquête uniquement sur des journalistes de 30 ans, mais c'était plutôt d'essayer de voir s'il y avait un effet du temps, vous voyez, dans le déroulement des débuts d'une carrière. Donc, effectivement, certains d'entre eux qui ont à peine quitté l'école, hein, 2 ans, 3 ans, et puis il y en a qui ont 30 ans, et puis j'ai même repris un peu, élargi un peu, pour aller voir si à 32, 33 ans, les choses étaient très différentes. Mais du coup, j'ai gardé quand même, parce que je voyais que c'était pas très intéressant d'aller beaucoup au-delà, que j'ai gardé cet âge de 30 ans. Donc j'ai effectivement interviewé un peu plus d'une centaine de ces jeunes journalistes, toujours sur la base du volontariat, avec des appels sur les réseaux sociaux pour obtenir ces volontaires. C'est pas complètement spontané au sens où, si vous voulez, quand je voyais qu'il y avait une surreprésentation, j'avais tendance à relancer les appels pour obtenir un peu d'autres profils. Mais au bout du bout, si vous voulez, on peut dire que tous les types de formations sont couverts, que tous les médias sont couverts, et en gros que pratiquement toutes les fonctions qui peuvent être occupées par des jeunes journalistes sont couverts, y compris d'ailleurs des fonctions d'encadrement, puisqu'il se trouve que plusieurs, pas nombreux, mais quelques-uns ont déjà des fonctions d'encadrement. Alors, je suis désolé, là, je suis en train de triturer la réunion parce que là, le fait d'avoir ouvert une nouvelle réunion, ça a fait un petit peu bugger l'affaire. Je fais juste quelques réglages. Bon, j'en profite pour vous poser la première question en préliminaire que je voulais vous poser. Parce que, donc là, à l'heure actuelle, les spectateurs ne voient malheureusement pas Jean-Marie Charon puisque nous avons changé de fenêtre de Zoom et je vais remédier à ça tout de suite. Mais je voulais vous poser une première question sur la notion de doute. Quand je parle à mes amis non journalistes, surtout du titre de votre enquête qui est Jeune journaliste à l'heure du doute, ils me disent mais de quel doute il veut bien parler, pourquoi les journalistes aujourd'hui douteraient? Quelles sont les différentes dimensions de ce doute? Et Oui, j'essaie de vous avez régler le tout à fait problème. raison. Si le titre n'a pas été choisi par hasard, effectivement, si je fais la synthèse de l'ensemble des entretiens qui ont été réalisés, je m'aperçois qu'il y a une dimension de doute qui apparaît chez tous.
Alors, si vous voulez, ce qui est présent vraiment chez tout le monde, c'est un doute sur la perspective. C'est-à-dire, vous voyez, quand je pose la question de comment vous vous projetez, pas à 20 ans ou à 30 ans, mais à 2, 3 ans, eh bien, très peu, mais même aucun, ne peut me dire exactement comment il se projette. Donc, il y a, si vous voulez, déjà une dimension de doute et d'interrogation sur de quoi va être fait le demain. Un autre doute, si vous voulez, qui m'a frappé, d'ailleurs c'est là-dessus que je conclus, en l'articulant justement à la question du doute, c'est, je dirais, un doute un peu général sur ce qu'est la place des journalistes aujourd'hui dans notre société. Et là, si vous voulez, ça renvoie à quelque chose qui est exprimé par eux autour de la question de la défiance. Hein. Alors, cette défiance, on peut la prendre très globalement, hein, comme ça apparaît dans un certain nombre d'enquêtes. Est-ce que le public croit ce que disent les journalistes? Hmm. Est-ce que le public a confiance dans les médias? Est-ce qu'il a l'impression qu'il y a des biais, etc. Donc, il y a cette dimension, on va dire, un peu globale du rapport des journalistes à la société. Et puis, il y a, si vous voulez, des choses qui sont beaucoup plus concrètes et qui renvoient aux expériences des uns et des autres. Par exemple, ceux qui sont allés sur le terrain, on verra dans la discussion Oui, qu'aller sur le terrain, c'est quelque chose de recherché, oui, oui, mais oui, oui, on va que en parler. tous ne peuvent pas y aller, ou pas souvent. Mais un certain nombre d'entre eux sont allés sur le terrain et ont fait, je dirais, sur une période, et notamment à des moments très précis, qui sont les mouvements sociaux. Celui qui est le plus souvent cité, c'est le mouvement des Gilets jaunes, mais depuis, on a aussi, certains ont été amenés à travailler sur les antivax, ou d'autres ont été amenés à travailler sur les manifestations au moment des retraites. Et là, si vous voulez, ce qui va ressortir davantage, c'est la question eh bien, de la manière dont ils ont été traités sur le terrain. Certains ont été interpellés, insultés, ont eu affaire à des propos désagréables, voire certains ont été bousculés, certains ont eu leur matériel abîmé. Enfin, il y a tout un contexte avec heureusement un éventail. Tout le monde n'a pas eu l'ensemble des mêmes difficultés, mais il y a quand même un contexte dans lequel beaucoup ont ressenti que le rapport entre leur profession et la société, et notamment cette société qui se mobilisait, eh bien, je dirais, avait un peu en quelque sorte basculé et qu'ils se retrouvaient dans une position, on dirait peut-être, enfin ce qu'eux disent d'ailleurs un peu de mal aimé. Et puis, si vous voulez, il y a aussi ce rapport qui s'exprime dans les rapports aux sources, par exemple, le sentiment qu'on a affaire à une certaine défiance. Et puis, cette défiance, souvent d'ailleurs, qui va être marquée par le fait de demander des relectures, d'avoir affaire à des questions un peu tatillonnes de la part Ouais. de leurs sources, etc. Et puis, ça va même jusqu'à, si vous voulez, cette situation où ces jeunes journalistes, dans leur famille, dans leur environnement amical, sont obligés de défendre le métier et ont le sentiment que Ouais, on va alors que eux-mêmes peuvent se montrer par ailleurs très critiques envers leur propre métier. Donc tout à fait. ça commence déjà, ce que vous dites commence déjà à faire réagir sur le chat, hein. Je vous rappelle que bien sûr toutes vos remarques sont les bienvenues, tous vos témoignages aussi, toutes vos questions que vous pouvez poser à Jean-Marie Charon. Alors j'en lis déjà quelques-unes, hein. Camille qui dit que c'est vrai qu'on est nombreux à se poser des questions, notamment sur la manière dont on est amené à travailler dans les rédactions. Donc ça fera l'objet d'un gros focus tout à l'heure. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Questionnement qui dit les salaires, la charge de travail astronomique, le sens du travail sont des éléments qui font douter. Donc ça, c'est exactement ce dont on va parler. Alors justement, je voulais un peu annoncer la trame de notre discussion. Donc j'aimerais d'abord qu'on parle dans un premier temps de tout ce qui est,
on va dire, précarité, donc qui est une partie du doute, hein, c'est-à-dire comment on se projette, tous les contrats courts qui caractérisent le début de carrière des jeunes journalistes, la faible paie aussi. Dans un second temps, on va beaucoup parler, je pense que là, ça sera le principal morceau de notre discussion de ce soir. Ça sera tout ce qui est la confrontation au monde du travail, donc les conditions de travail réelles dans les rédactions. Donc ça, ce qui est l'objet du questionnement de Camille, par exemple, dans le chat. Et puis après, on parlera aussi d'une troisième dimension du doute qui, selon moi, est un peu plus liée à la perte de sens, aux représentations que les jeunes journalistes se font de leur métier, et de l'écart qui peut exister entre les représentations et ce qui se passe réellement. Et puis après, on pourra conclure avec peut-être déjà quelques raisons d'espérer, parce qu'il y en a dans ce livre aussi, malgré tout, et des perspectives peut-être, ce sur quoi vous voudriez que votre livre amène à réfléchir. Alors, donc, je propose qu'on commence sur le volet précarité. Il y a un chiffre terrible que vous donnez dans le livre, qui est le fait que 66% des jeunes de moins de 30 ans sont en CDD ou en pige. Moi, quand je vois ce chiffre, je me dis, à ce niveau de qualification, parce que quand même, il faut avoir fait des études pour faire journaliste aujourd'hui, est-ce que le journalisme est un des pires métiers finalement? Bah, si vous voulez, c'est vrai qu'on est dans une société dans lequel, dans laquelle le sujet de la précarité se pose, pas que dans le journalisme, mais c'est vrai que, si vous voulez, moi, je réalise régulièrement j'ai la voix qui est en train de casser, j'espère que ça Ouais, va mais s'arranger. prenez un peu d'eau là, vous gênez pas. Bonjour, bonjour, Casquette Twitch, bienvenue à toi. Merci à tous ceux qui ont rejoint le live, et Kendrak, que j'avais pas remercié pour son abonnement. Donc oui, on parlait donc de la précarité, de ce chiffre des 66% de moins de 30 ans qui sont pas en CDI. Est-ce que c'est Alors, ce chiffre, si vous spécifique? voulez, il était d'ailleurs pas tellement connu. C'est la commission de la carte qui a eu la gentillesse de faire cette analyse, hein, parce que généralement, les chiffres qu'on obtient sont beaucoup plus globaux. Et c'est vrai que réalisant tous les ans pour les assises du journalisme, qu'on appelle nous le baromètre social, j'étais amené effectivement toujours à mettre en évidence comment la précarité est une donnée un peu générale de la profession, hein, puisque comme vous le savez, on est passé il y a 25-30 ans à peu près un taux de précarité qui était de l'ordre de 20%. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 30%. Donc un journaliste sur trois qui, globalement, quel que soit son âge, Tout âge etc., confondu, ouais. est touché par la... Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment ce chiffre pour les plus jeunes. Intuitivement, on savait que les choses étaient très importantes, mais là, effectivement, on est à 2 sur 3. Ce chiffre, d'ailleurs, il faut s'en méfier, ou en tout cas, il faut Le plutôt nuancer. considérer que c'est un palier, parce qu'en réalité, et je pense que certains qui nous écoutent sont peut-être dans cette situation, mais en réalité, un certain nombre de jeunes journalistes n'ont pas la carte de presse, parce que justement la précarité ne leur permet pas d'atteindre les niveaux de rémunération dans le journalisme qui est ce niveau qui est nécessaire pour obtenir la carte de presse. D'autres sont confrontés au fait que même sortant d'école et des écoles reconnues, on va leur proposer des emplois où on va leur dire mais tu vas être payé sur facture, hein, donc auto-entrepreneur, ou ceux qui sont spécialisés ou très bons dans les questions de vidéo, on va leur dire, par exemple dans des sociétés de production audiovisuelle, on va leur dire non, non, mais tu sais, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir le statut d'intermittent du spectacle. Donc, et là, je veux dire, c'est pas forcément les choses les plus crues. Parfois, c'est on va te payer sur droit d'auteur. Enfin, vous voyez, toute une série il y a toute une palette, disons, de contournements du droit du travail des journalistes qui sont employés par un certain nombre d'entreprises. Et puis, il y a aussi le fait que ce que l'on considère, nous, peut-être comme des entreprises de presse ou d'information, parce que sur les réseaux sociaux, la notion d'information et de ce qui est un peu de l'information, mais pas complètement, conduit à ce qu'un certain nombre d'entreprises
vont être perçus par nous pour des entreprises d'information, mais n'ont pas le statut d'entreprise d'information. Bah, cas typique, puisque le président de la République a donné une longue interview au site Hugo d'Hugo Décrypte. Décrypte. Ouais. Hugo Décrypte, bah, justement, parmi les gens que j'ai interviewés, une personne faisait partie à l'époque d'Hugo Décrypte, et bon, elle faisait du reportage, elle avait fait un reportage en Ukraine, etc., mais n'avait pas la carte de presse parce que, etc. Donc vous voyez, le chiffre de 66%, il est plutôt minoré par rapport à la réalité. C'est une hypothèse optimiste, quoi, en réalité. Voilà, c'est Très bien. presque optimiste. Et effectivement, comme vous le dites, la précarité, ça a immédiatement, parce que quand je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de précarité, ce qu'on appelle précarité, hein, bon, je pense que vous le savez tous un peu, mais ce qu'on va appeler précarité, c'est d'un côté la rémunération à la pige ou le fait d'être en CDD avec des successions de CDD, enfin des choses comme ça. Voire ce qu'on vient d'évoquer, hors cadre classique, etc. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de ces jeunes journalistes qui sortent d'école vont faire des CDD, mais n'auront pas forcément des CDD qui vont s'enchaîner, donc vont avoir des périodes soit de chômage, hein, ils peuvent se présenter, essayer de toucher le chômage, soit ils vont essayer de réaliser quelques piges, mais ça va être incertain, et quelques-uns, parce que leurs rémunérations ne sont pas assez importantes, etc., vont évidemment être confrontés à des problèmes financiers importants. Hein. On a des niveaux, moi, dans les entretiens que j'ai, là, des niveaux, des gens qui gagnent 900 euros par mois, 1000 euros par mois, donc on est extrêmement... Et sachant que la Donc ça, plupart, c'est enfin pour la beaucoup... pige, hein. Ces Oui, pour la niveaux-là, ouais, pige, 900 oui, 1000 euros tout à par fait. mois, ouais. Sachant que pour la pige, il faut pratiquement presque toujours être en région parisienne. Il y a très très peu de piges, disons beaucoup moins de piges en région. Donc vivre en région parisienne avec 900 euros, 1000 euros, etc., c'est extrêmement compliqué. D'où le fait qu'un certain nombre d'entre eux vont être amenés à faire des boulots d'appoint. Hein, certains vont faire de la vente, hein, dans les habits, d'autres vont être dans des librairies, d'autres vont être dans, vous voyez, des choses comme ça, voire du pionica, de Hmm. l'enseignement à temps Ah. partiel, enfin des choses Et comme ce que ça. vous dites et qui est pas très connu des gens qui connaissent pas trop le milieu du journalisme, c'est qu'en fait, ces pigistes, ils ont recours à Pôle emploi pour la Par plupart, ailleurs, effectivement, il y a sinon effectivement ils un survivent recours qui pas. est très fréquent. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, si vous voulez, précarité, ça veut dire de l'incertitude, du stress. Ça veut dire souvent aussi être obligé d'accepter les boulots les moins intéressants, mais parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Parfois aussi avec extrêmement peu d'autonomie, parce qu'il faut vraiment faire ce qu'on demande. Hein. Par exemple, si on fait en radio ou en télévision, si les CDD, ça conduit à faire du micro-trottoir, bon, on fait du micro-trottoir, on rapporte exactement ce que les cadres voulaient. Enfin, vous voyez, Hmm. il y a tous ces éléments-là. Et puis, il y a quelque chose dont il faut prendre conscience. J'insiste beaucoup là-dessus. Les jeunes journalistes d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait les jeunes journalistes d'hier, en tout cas ceux qui sortent des écoles, dans la mesure où beaucoup plus d'entre eux ne viennent pas des milieux sociaux traditionnels. Hein. Alors Et qu'est-ce que là, vous appelez milieux sociaux traditionnels? bah, disons que, en tout cas, c'est ce qu'on voyait beaucoup, ou ce qu'on identifiait beaucoup comme les milieux traditionnels, effectivement, du journalisme, c'était beaucoup l'enseignement, les D'accord, parents ouais. enseignants, des parents dans les professions du soin, les parents cadres, les parents, rarement d'ailleurs, pas tellement dans les professions supérieures. On dit souvent enfants de journalistes, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a effectivement quelques-uns. Or là, j'ai une proportion assez importante de jeunes qui disent être issus de milieux modestes ou Mhm. de milieux populaires, ce qui veut dire généralement ouvriers, employés, petites professions de service, voire petits artisans ou petits agriculteurs. Dans les écoles de journalisme, si vous voulez, donc moi, ça sert à rien de donner des statistiques, mais pour moi, c'est presque un tiers. Hein. Ce qui est donc. Or, comment on en est arrivé là? Eh bien, je pense, et il suffit de regarder ces entretiens, grâce à l'alternance. Ouais. L'alternance a vraiment donné la garantie à toute une série de jeunes journalistes, enfin de futurs jeunes journalistes,
qu'ils pourraient d'abord payer leurs études, qu'ils pourraient vivre là dans la ville où se tient leur école, grâce précisément à cette alternance. Or là, il faut bien avoir conscience que lorsque on sort de l'école et qu'on est confronté à la pige ou à insuffisamment de CDD, très vite on est confronté à des problèmes d'argent. C'est le cas pour tout le monde. Mais quand on est issu de milieux modestes, comme Ouais. ils disent, eh bien, ces milieux modestes n'ont pas les moyens de leur donner un petit complément financier, de les loger en région parisienne, ce qui est souvent la manière dont, dans les premières années, on va dire, les précaires vont ramer en région parisienne grâce au soutien de leur famille. Vous voyez. Et est-ce que vous notez donc une différence de comportement face à cette précarité entre les élèves, les journalistes, jeunes journalistes issus de milieux modestes et ceux qui viennent d'un milieu un peu plus favorisé? Est-ce que les gens qui viennent de classes populaires ont tendance à abandonner plus vite ou alors à se ruer plus vite vers des emplois de moins bonne qualité, selon eux? Ouais. Bah, si vous voulez, il faut que le problème, c'est qu'il faut que les choses se passent très très vite, quoi. C'est-à-dire que si grâce à des CDD suffisamment nombreux, et là, ça renvoie beaucoup à la question des employeurs et à l'attitude des employeurs et la prise en compte ou pas de la situation de ces jeunes. Donc, si effectivement les CDD se succèdent à un rythme suffisant, bon, ils vont tenir et ils vont passer. Si en revanche les périodes de pige, par exemple, hein, qui s'intercalent entre les CDD, voire certains, même quittant, si vous voulez, une alternance à France Télévisions ou à Radio France, hein, qui, on pourrait dire, le service public Ouais. a peut-être un meilleur traitement de ces jeunes journalistes. Eh bien, pas du tout. Vous terminez une alternance à Radio France, ce qu'on va généralement vous proposer, c'est de la pige. Et là encore, cette pige, si vous voulez, elle va être plus ou moins dense, hein, c'est-à-dire qu'on va vous proposer plus ou moins de choses. Alors peut-être que c'est lié au fait que vous êtes plus ou moins bon, enfin que vous avez de meilleures relations avec tel ou tel cadre Hmm. qui va vous commander ces piges. Alors, vous, Mais vous parlez du planning, là, c'est ça? Du planning de Radio non, France? Non. c'est avant le planning. Ah, avant le Parce, planning, d'accord. parce que pour accéder au planning, Ah oui, c'est il vrai. faut avoir été pigiste un certain nombre d'années. Il faut avoir démontré qu'en tant que pigiste, on est très bon. Ah oui, oui. Et donc, à ce moment-là, on vous propose de présenter le planning, qui D'accord. est une espèce de... Il y a quelqu'un dans la discussion qui nous dit non, pas à France TV, ça sort un maximum de CDDU illégaux. Ça vous dit quelque chose? Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un distinguo entre Radio France, qui propose de la pige, et effectivement, à France Télévisions, ce sont les CDDU, effectivement. Ouais, donc oui, c'est ce que vous dites, hein. En fait, l'audiovisuel public n'est pas moins précaire, voire en fait, il est même plus parce qu'il y a aussi cette dimension du prestige de la maison dans laquelle on veut atterrir. Et je suppose qu'il y a une concurrence assez féroce pour obtenir très peu de place. Et Tout à déjà que fait, le CDI est en soi un Graal, alors un CDI à Radio France ou à France Télévisions, là, c'est plus qu'un Graal, tout quoi. à fait, C'est le tout à summum. fait. Alors, on peut avoir, si vous voulez, on peut avoir effectivement des situations, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, des situations où des alternants, quel que soit leur milieu d'origine, euh, parce qu'ils se retrouvent dans une situation très particulière, par exemple étant très bons dans un certain domaine, par exemple, je pense à l'un d'eux qui était très bon en informatique, qui a toujours été passionné d'informatique, qui a fait son alternance dans un quotidien parisien assez versé dans l'économie, et il a développé dans son alternance quelque chose qui n'existait pas dans son Hmm. quotidien, qui était le data journalisme et la data visualisation. Donc, et là, immédiatement après son alternance, on lui propose un CDI. Mais c'est le cas tout à fait Oui. particulier, un peu comparable. On va avoir quelqu'un qui est très bon vous savez, en vidéo verticale Ouais, vidéo et qui là TikTok, aussi, Instagram, ouais, ouais. voilà, Les qui là les aussi nouveaux formats, quoi. qui dans un quotidien régional en région parisienne, vous voyez un peu le titre, eh bien, va démarrer TikTok pour ce quotidien. Et là aussi, va pas tout de suite, mais va très rapidement Hmm. avoir effectivement un CDI. Mais ce sont des cas très particuliers. Les Bah, autres cas où on a des CDI assez
CDD et CDI assez rapides, c'est parfois, c'est pas tout, c'est rarement, c'est pas toujours le cas, mais c'est parfois en presse régionale. En Hmm. presse régionale. Bah, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est finalement, il y a dans la plupart des cas, les jeunes journalistes, sont considérés de fait comme substituables. S'ils n'ont pas, une qualité, vraiment, intrinsèque, voilà, parce qu'ils savent développer des nouveaux formats où il n'y a pas les compétences dans les rédactions, bah, en fait, si un jeune, mais ça on va le voir, hein, de toute façon dans les conditions de travail, c'est le fameux si t'es pas content, il y aura toujours Il y a quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre, Donc tout à voilà, fait. moi je voulais juste, alors je vais relayer aussi quelques questions dans le chat, hein. Donc les CDDU, rappelez-moi, c'est quoi comme type de... Enfin, que veut dire le U déjà dans CDDU? C'est les Alors, CDD écoutez, là, c'est d'usage, du d'usage, voilà, c'est ça. usage, voilà, Voilà, c'est ça, c'est ça. voilà. Et c'est Donc, effectivement le type de CDD qui est ouais. proposé dans les sociétés d'audiovisuel et évidemment à France Télévisions. Voilà. Ne peut-on craindre que ce problème de représentation de classe moyenne populaire au sein des journalistes n'affecte la qualité de l'information? Donc, ce fameux débat sur, effectivement, s'il y a une précarité financière, ça peut affecter la diversité sociale des journalistes, ce qui pourrait aussi affecter enfin, la diversité de l'info et donc sa qualité. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Oui, enfin, si vous voulez, moi je suis cette question de la diversité depuis de nombreuses années, hein, depuis au moins une vingtaine d'années. Et c'est vrai que si vous voulez, c'est un serpent de mer, hein. Alors, quelques chaînes de télévision ont embauché des visages de la diversité, comme on dit. Il y a effectivement eu des politiques qui ont permis de alors, certaines entreprises ont d'ailleurs des attitudes plus volontaristes dans ce domaine, mais si vous voulez, cette diversité sociale, je crois que ce qui a vraiment été déterminant, et je salue d'ailleurs l'initiative à l'époque, c'était de Pascal Guéné à l'Institut pratique du journalisme, à l'IPJ, qui a créé une filière qui était de même niveau que la filière classique. Et à l'époque, on disait pas en alternance, mais on disait en apprentissage. Et puis effectivement, le développement des lois sur l'alternance ont favorisé ce développement de l'alternance, sachant que c'est pas simplement parce que ça intéresse les étudiants, mais c'est aussi parce que ça intéresse les écoles qui sont soutenues qu'elles prennent des alternants, et ça intéresse les entreprises parce qu'elles sont elles aussi soutenues par l'État lorsqu'elles prennent des alternants, quoi. Hein. Hmm. Or, là, il y a tout un débat sur l'alternance. Après, je ne sais pas si c'est un débat que vous aviez prévu, mais Oh, un petit peu, effectivement, oui. est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on est vraiment formé lorsqu'on est alternant dans l'entreprise où l'on va se retrouver, ou est-ce que l'on est simplement utilisé comme un salarié Hmm. bon marché pour l'entreprise, très bon marché pour l'entreprise, Bah, mais il y a des sans lui donner. témoignages que vous rapportez dans le bouquin et qui vont plutôt dans ce sens, hein. Il parle notamment de tuteurs de papier pour, Oui, voilà, pour ceux qui les encadrent et de CDD déguisés pour voilà, tout à ceux fait, qu'ils ont tout à fait. occupés dans leur entreprise. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a quelques entreprises, moi c'est là qu'on voit d'ailleurs le contraste, hein. C'est-à-dire que si vous allez en alternance à l'AFP, vous avez une espèce de protocole ou de programme où on va s'arranger pendant votre alternance à vous faire rentrer à vous faire passer un moment dans tous les grands services de l'AFP. Et puis effectivement, à l'autre bout, vous avez des entreprises où on va vous donner un poste pas très qualifié, hein, et on va vous demander de refaire la même chose indéfiniment pendant toute votre alternance, et vous ne verrez rien d'autre de l'entreprise que ce poste-là. Hmm. Il y a questionnement qui dit dans le chat 10 alternants par an, s'il y en a un de gardé à la fin, c'est un miracle. C'est ça peut-être le principal problème, c'est qu'on présente l'alternance comme une voie royale, si ce n'est une voie nécessaire pour s'insérer sur le marché du travail. Or, on voit dans la plupart des cas que finalement l'alternance ne donne pas beaucoup de perspectives, ne serait-ce que une garantie d'avoir des piges régulières, ou même très souvent c'est pas le cas. Non, si vous voulez, j'ai là vraiment,
c'est un mythe sur lequel, je vous dis, à part des cas très particuliers que j'ai évoqués à l'instant, mais vraiment très pointus, qui tiennent beaucoup, non pas à l'alternance, mais aux compétences qu'avaient acquises, et souvent d'ailleurs parallèlement à leur formation, ces jeunes, hein, par exemple en vidéo ou en informatique, à part ces deux cas-là, ces deux situations-là, je n'ai pas de gens qui me disent ayant terminé mon alternance, on m'a proposé un poste. Hein. Hmm. Euh, à chaque fois, c'est, comme on vient de le voir, ou c'est de la pige, ou c'est du CDD. Et à ce moment-là, on a le sentiment de se retrouver dans la même situation que quelqu'un qui a fait les cursus classiques et à qui on va proposer aussi de la pige ou du CDD. Hmm. Alors il y a Miloua Alléluia pardon, qui rebondit sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que les prépas pour boursiers type La Chance, la prépa égalité des chances de l'ESJ, ont eu à votre connaissance un impact sur la diversité de la profession? Oui. Voilà, assez rapidement, on a 2 minutes et puis après on changera de, on changera de visio Zoom. Oui, oui, c'est incontestable. C'est-à-dire que si vous voulez, lorsque je disais que l'alternance avait permis de faire venir des jeunes qui ont des profils sociaux différents, c'est d'abord parce que des structures comme la Chance ont permis à ces jeunes déjà de comprendre, enfin de commencer à intégrer les règles du métier et de comprendre quelles étaient précisément les opportunités que pouvaient représenter, par exemple, les alternances, et de trouver, parce que, comme vous le savez, le problème de l'alternance, c'est de trouver une entreprise qui va, euh, qui Ah va oui. vous accueillir. Et quand vous n'êtes pas, par exemple, dans une école reconnue, mais que vous, parce qu'il y a quelques filières qui vont être prises par des anciens de la Chance, par exemple, qui sont des filières de la formation continue. Par exemple, vous allez faire l'EMI-CFD, ou vous allez faire le CPJ, pas le Le CFJ, mais CF, le CPJ, le CFPJ, ou ouais. Ouais. oui, où vous allez faire ESJ Pro, Le par J-Pro, exemple. ouais. Hein. Dont je Donc, eh suis bien, issu d'ailleurs. dans ces cas-là, il faut d'abord avoir une entreprise qui vous prend en alternance, quoi. Hein. Hmm. Et donc, et là, la chance joue, enfin, des structures comme la chance, je crois, enfin, d'après ce que je le perçois dans les entretiens, parce que moi, je suis très dépendant des entretiens. Hein. Ne pensez pas que je vous dise ce que je pense. Je dis Oui, bien sûr. d'abord Et, ce que traduit l'enquête, quoi. et donc je précise que dans le livre hein, dont on parle aujourd'hui, il y a énormément de témoignages très Tout à fait. précis qui en fait constituent même la trame de ce que vous dites, Mm. quoi. C'est vous insérez des citations tout le long, quoi. C'est truffé de Oui. citations. En fait, c'est comme si vous ne vous exprimiez qu'à travers ce que vous aviez reçu comme témoignage. Vous avez reçu d'ailleurs combien de témoignages en tout? Alors écoutez, au moment où je fais le livre 103. Aujourd'hui, je suis plutôt 103. à 110 parce que l'enquête continue. Hmm. Et là, on est plutôt, parce que si vous voulez, ce livre, c'est une étape dans laquelle je voulais effectivement que le, les propos de ceux qui ont accepté ces entretiens soient valorisés, hein, et Hmm. apparaissent avec une Alors, certaine mise en perspective. excusez-moi, je vous coupe. On va devoir, la réunion va se couper, donc on va passer à la deuxième partie de l'entretien. Donc, je vous avais envoyé un deuxième lien en Oui, message privé. Donc, on va passer sur la seconde réunion. Donc, à tout de suite. à tout de suite. Hop. Donc oui, là, on va passer à la deuxième partie. On va parler des conditions de travail dans les rédactions des jeunes journalistes. Donc là, n'hésitez pas dans le chat, si vous êtes jeune journaliste, à témoigner des difficultés que vous rencontrez dans vos rédactions, que vous avez rencontrées. J'essaie de me reconnecter pendant ce temps-là à Jean-Marie. Hop. Non, ça c'est moi. Pardon. Voilà. Alors, Nick Sisters qui nous dit des écoles non reconnues comme le CFPJ et le JPro sont prioritaires dans plusieurs médias car leur rythme d'alternance est bénéfique à l'entreprise aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par rythme d'alternance parce que ils ont un rythme d'alternance différent des autres, c'est ça? Ok, alors je vous vois bien, Jean-Marie. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais juste Je vous recadrer. entends parfaitement, parfaitement. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi avec l'image.
je vous recadre juste et puis on va pouvoir reprendre le fil. Moi, j'avais envie qu'on passe sur le monde du travail, comment il est vécu, quels sont les liens des jeunes journalistes, notamment avec leur hiérarchie. Alors, la précarité dont on a parlé a des conséquences très directes, hein, sur ce monde du travail, puisque, comme on l'a déjà évoqué ensemble, on fait comprendre aux jeunes qu'il est un pion substituable. Voilà. En quoi déjà cette donnée-là affecte, selon vous, son expérience dans la rédaction, cette épée de Damoclès? Bah, si vous voulez, alors il faut bien voir que on aurait peut-être pu évoquer d'ailleurs les conditions dans lesquelles ces jeunes vont vers la profession. Ils y ont pensé très tôt, ils se sont renseignés beaucoup, hein, avant même de s'engager vraiment dans le parcours qui va les mener aux écoles de journalisme. Et dès ce moment-là, on leur indique que les choses vont être compliquées, qu'il y aura de la précarité. On les Et conditionne. puis, oui, on les alerte beaucoup, hein. Et puis, lorsqu'ils vont se retrouver à l'école de journalisme, là, on va davantage insister sur le fait que on leur donne une formation. Enfin, certaines écoles d'ailleurs jouent davantage peut-être cette carte que d'autres, hein, mais on va insister beaucoup sur le fait que leurs compétences, et notamment leurs compétences dans leur manière d'utiliser les nouveaux outils, hein, tous Hmm. les outils du numérique, eh bien, ils seront souvent dans leur rédaction les seuls à les maîtriser. Et souvent, il y aura un peu un sous-texte, on va dire, qui sera de dire, il est bien évident qu'en sortant de l'école, vous devrez accepter ces emplois-là, quoi. Et donc, si vous voulez, euh, ils savent que ils vont devoir effectivement, pour leur très grande majorité, de toute façon, travailler sur le numérique avec les outils du numérique. Alors évidemment, c'est un peu différent en radio et en télévision, quoique souvent en radio et en télévision, un certain nombre d'entre eux vont aussi se retrouver dans des desks. Donc, si vous voulez, c'est vrai que la très grande majorité d'entre eux vont être d'abord dans ces desks lorsqu'ils sont, en tout cas, en CDD. Et donc les desks, eh ben ça a évidemment des caractéristiques très particulières, qui sont, c'est un travail assez répétitif, c'est un travail dans lequel il n'y a pas une véritable valeur ajoutée au sens eux où l'entendaient en faisant ce métier, ils l'entendaient en faisant ce métier, où il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas vraiment d'autonomie éditoriale. Et puis souvent on va se rajouter au desk, ça dépend des rédactions, mais aussi la notion de d'horaires liés à des équipes, hein, donc des horaires décalés, hein, qui vont parfois d'ailleurs être gérés de manière un peu compliquée, qui fait que c'est une semaine on va être le matin, la semaine d'après on va être le soir, et puis à une autre semaine on sera en cœur de journée. Enfin, c'est des choses qui sont assez éprouvantes physiquement et psychologiquement. Dans certaines rédactions, dans certains desks, il y a des notions, on va dire, un peu de cadence, hein, c'est-à-dire tu dois faire tant d'articles par journée Hmm. ou tant d'articles par demi-journée, voire dans certains cas, dans certaines expériences, par heure. Vous voyez, donc Ouais. il y a ces Vous donnez notions. le chiffre de 10 à 15 articles par jour. J'ai vu ça, j'ai fait. Ouais, Oui, il y a c'est assez hallucinant, quoi. oui, donc ça veut dire effectivement, et c'est souvent l'expression qu'ils vont utiliser, que ça, c'est essentiellement ce qu'ils appellent du bâtonnage, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément d'ailleurs que les dépêches d'agence, c'est éventuellement aller chercher dans des sites, enfin, etc., et reprendre des contenus en les modifiant à la marge ou des choses comme ça. Parfois, c'est en allant chercher des choses sur les réseaux sociaux, enfin, etc. Donc, si vous voulez, il y a dans ces conditions, dans le numérique déjà, un sentiment d'un travail qui ne correspond pas Hmm. à ce qu'étaient leurs attentes. Leurs attentes, c'était, il faut quand même le rappeler, c'était beaucoup faire un travail utile, c'était beaucoup être au service des gens, au service de la société. De ce point de vue-là, les choses ont pas mal changé, hein, avec les générations. On n'est plus du tout dans ce modèle du journalisme près des élites, Oui, voilà, euh, oui. influent sur le monde Ouais. qui l'entoure, etc. C'est beaucoup plus une conception d'un travail pour la démocratie, mais je dirais de la Hmm. démocratie par le bas, par les gens, etc. Aider, être des médiateurs sociaux, un peu des choses Hmm. comme ça. Donc là, ils sont pas du tout.
dans cette activité-là. Alors, par ailleurs, là encore, ça peut dépendre des rédactions. Lorsqu'ils ne sont pas dans des desks, par exemple en région, souvent ils vont se retrouver en local, hein, donc à travailler sur des postes qui sont beaucoup plus diversifiés d'une certaine manière. Mais là, il va y avoir une autre notion qui va s'imposer à eux, qui est une notion de disponibilité permanente. C'est-à-dire qu'un jeune journaliste, il doit toujours être prêt à travailler. D'ailleurs, les cadres vont leur dire, mais on est journaliste 90% de sa vie, enfin, etc. Et puis, donc, une disponibilité permanente, pas vraiment d'horaire, hein, c'est-à-dire, là, c'est pas les horaires, comme je l'évoquais tout à l'heure, du matin, du soir, etc., mais pas vraiment d'horaire, c'est-à-dire, il n'y a pas de limite, hein, le soir, notamment, la journée peut continuer, tant qu'il y a des choses à faire. Et puis, là encore, c'est souvent le cas en région. On a ce qu'on appelle des permanences, hein. Par exemple, pour les faits divers, hein, bah, la nuit, si vous êtes de permanence, il y a un gros fait divers près de chez vous, un gros accident, un incendie, chose comme ça. Il est 2 heures du matin, on vous appelle, il faut y aller, quoi. Hmm. Ceux qui vous appellent, hein, c'est les gendarmes, sont les pompiers, enfin vos sources, quoi, hein, et il faut y aller. Alors Et là, bah, ce que vous dites, ça fait bien réagir le chat là. Donc déjà dans un premier temps, ce que vous parliez là sur le bâtonnage, il y a Cléming qui dit donc zéro recoupement de sources, donc aucune information fiable. Donc il y a cette dimension où on a l'impression que cette manière de travailler, on peut pas travailler correctement. Ça c'est quelque chose que vous documentez bien dans votre enquête. Voilà, Kendrak qui dit oui, pour être dans ce cas-là, 5 articles par jour lors de mes shifts, j'ai failli passer à 6 articles par jour. Impossible de faire un travail de fond, donc c'est la même ouais, musique qui revient finalement. C'est que, bon, ouais, déjà, il y a une intensité du travail, une intensification du travail qui peut être mal vécue, mais surtout, ce qui est encore plus mal vécu, c'est cette impossibilité de progresser qualitativement aussi dans son travail, ce qui peut poser des questions, on peut poser un doute. Et alors, ce discours des chefs, hein, relayé par Cléming, qui considère que si tu bosses pas assez, tu es pas passionné. Il y a vraiment aussi tout à fait. cette éthique de il faut se sacrifier, il faut se sacrifier, il faut en passer Mm. par là, il faut en chier, pour parler vulgairement. Voilà, Ouais. c'est quelque chose que vous documentez bien, ça aussi. Oui, il y a effectivement toujours en amont, et c'est effectivement, ça va se révéler plutôt être un peu un piège, mais il y a cette idée qu'on est de toute façon dans un métier passion, et c'est vrai que cette notion de métier passion, pour beaucoup de cadres, d'encadrants, ça veut dire effectivement une disponibilité permanente, quoi. Et effectivement, si on n'est pas, si on revendique la possibilité d'avoir des temps de loisirs, d'avoir une vie sociale, etc. Là, effectivement, on va être considéré comme quelqu'un qui bah, n'est pas vraiment fait pour le métier, quoi. Ouais, Alors je voudrais qu'on parle un peu du sentiment aussi de discrimination qu'éprouvent les jeunes en premier lieu à être jeunes. Je vais vous relayer, je vais vous lire à haute voix certaines citations qu'on voit dans votre livre et que les gens dans le chat peuvent voir directement à l'écran. Euh, il y a un clivage entre les jeunes et ceux qui écrivent pour le print qui sont plus âgés. Leur rythme de travail est moins soutenu que le nôtre. En tant que jeune journaliste, j'ai un peu l'impression d'être un ouvrier de l'information. Donc ça, c'est une citation déjà qui va un peu à l'encontre de nos représentations, où on se dit souvent, ah bah les jeunes, ils aiment moins travailler, ils travaillent moins. Là, ce qui ressort dans vos témoignages, c'est justement, en fait, les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, ont l'impression de bosser beaucoup plus. Donc il y a une forme d'injustice. oui, tout à fait. C'est vraiment leur représentation. Ils doivent travailler davantage et ils se rendent compte assez rapidement, et ça c'est dans le quotidien de leur activité, ils se rendent compte assez rapidement que ce qu'ils font, les plus âgés ne veulent pas le faire, hein. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure ces fameuses permanences de faits divers. Eh bien, très fréquemment, dans les locales, ça va être effectivement
aux jeunes qu'on va demander d'exercer ces permanences. Les permanences, par exemple, les jours fériés, vous savez, les dimanches, les jours fériés, etc., c'est exactement la même chose. Sous prétexte qu'ils n'ont pas d'enfants, sous prétexte qu'ils n'ont pas de famille, eh bien, en tout cas pas de charge de famille, donc ils devraient les exercer. Et puis, il y a aussi, par exemple, des choses telles que, et c'est souvent d'ailleurs tout à l'heure on évoquait dans les questions du doute et les rapports difficiles avec la société, il y a aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Eh bien, très fréquemment, enfin, ceux qui doivent travailler sur les réseaux sociaux, relayer ce que fait la rédaction, aller y chercher des choses et se confronter souvent à un climat extrêmement difficile, de rapport avec des gens qui vont les malmener, qui vont les insulter, parfois qui vont les harceler, eh bien, c'est obligatoirement les jeunes. Euh, alors, avec un peu ce côté, je dirais peut-être un peu biaisé, qui est de dire oui, mais c'est parce que vous êtes les seuls à savoir le faire. Bon, la maîtrise des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même pas C'est pas si compliqué que ça. c'est Vous pas en si êtes compliqué que ça. l'illustration d'ailleurs. Oui, effectivement. Alors, questionnement réagit en disant: «On ne dit rien aux anciens qui sont démotivés depuis des lustres et n'en foutent pas une. On ne leur dit rien car ils ne sont qu'à 5 ans de la retraite». Donc ça peut nourrir un sentiment que vous décrivez qui est un sentiment de colère, Oui, parfois chez oui. les jeunes. Il y a aussi un clivage entre CDI et pigistes, nous dit Milou Alléluia. C'est vrai que ça, on en parle peut-être moins, et peut-être moins aussi dans ce livre, mais les pigistes aussi se sentent un peu déconsidérés, et les pigistes sont souvent jeunes Oui. dans leur travail. Oui, alors il y a sur la pige, d'ailleurs, oui, c'est un sujet qui est intéressant à aborder parce que ce problème de la pige, si vous voulez, il a, comment dire, il est déjà, j'observe que lorsqu'il y a parce que je leur demandais toujours, non pas, oui, un retour sur leur école, quoi, sur comment ils avaient ressenti leur formation au journalisme. Et bon, il y a différentes critiques sur lesquelles on peut revenir tout à l'heure, mais il y en a une qui revient tout le temps, c'est on n'a pas été préparé à la pige. Hmm. Et pour eux, pas préparé à la pige, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un jour un pigiste qui est venu leur dire, vous savez, la pige, ça existe, etc. Non, ce qu'ils attendent, ce qu'ils attendaient, c'était ce qu'ils appellent une boîte à outils, c'est-à-dire un mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut absolument maîtriser par exemple, savoir faire sa propre comptabilité, de quels outils techniques on a besoin, comment on gère voyez, les relations avec l'encadrement, enfin ceux qui vont vous commander les travaux, etc. Donc il y a beaucoup déjà ce regret de ne pas avoir été préparé suffisamment concrètement à la pige. Et puis il y a souvent une petite musique en plus qui est dire, et en plus, on avait le sentiment que les pigistes étaient des journalistes de second rang. Vous voyez, pas du même niveau, quoi. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux vont avoir le sentiment, quand ils se retrouvent en rédaction, et là je pense que c'est davantage les pigistes qui vont être en début d'activité, et qui vivent ce que appelle la pige subie, eh bien effectivement, ils ont souvent le sentiment que ils sont moins bien traités. Alors, il faut d'ailleurs faire un distinguo probablement entre presse écrite et radio-télévision, parce que en presse écrite, bon, vous connaissez la pige, c'est une commande d'article, vous allez devoir le réaliser par vos propres moyens, etc. En radio et en télévision, c'est différent. La pige, ça prend la forme d'un temps passé, c'est souvent une Ouais. journée, dans la rédaction. Et c'est là, effectivement, qu'il va y avoir ce ressenti, qu'il y a vraiment un traitement à deux vitesses. Le cas typique, c'est de dire, mais nous, on est obligé de faire des micro-trottoirs complètement nuls. Souvent, ce qui est décrit comme micro-trottoir, c'est il y a un truc sur les réseaux sociaux, le chef veut avoir ça euh, fait par lui, quoi, fait par sa rédaction. Donc, il reprend pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais il va demander à un de ses Hmm. journalistes d'aller faire la même vidéo ou d'aller chercher le même son, Hmm. mais du coup, bon, bah, aucune autonomie éditoriale parce que tu vas me ramener ça, tu vas aller à tel endroit, tu vas chercher ça auprès de telle personne, etc. Et là, effectivement,
ces pigistes jeunes disent que aucun ancien, aucun JRI, aucun reporter, aucun rédacteur de radio ou de télévision ne veut faire ça alors qu'il est déjà en CDI. Oui. Hmm. Donc là, il y a effectivement ce sentiment d'un double traitement, quoi. Ouais, donc on refile ça finalement parce qu'on n'a pas envie de le faire soi-même. Alors il y a MVL BD qui pose une question dans le chat. Une fois le constat posé, comment tourner les choses en notre faveur si c'est possible, avoir de meilleures conditions de travail, etc. Est-ce qu'il faut verbaliser lorsqu'on n'est pas d'accord avec le fonctionnement d'une rédac au risque de se griller? Est-ce que vous avez eu l'impression quand vous avez conduit vos entretiens qu'il était possible, au moins si on n'était pas satisfait de la manière dont ça se passait, est-ce qu'il y avait une possibilité, avec notamment les supérieurs hiérarchiques, de ne serait-ce qu'en parler, ou est-ce que c'était perçu comme trop risqué, ou est-ce que même il y a eu des incidents qui vous ont été racontés Là, effectivement, je pense on peut pas prendre de règle générale. Ouais. On va avoir autant de rédactions, autant de situations. Et là, je crois que le jeune journaliste sent bien, je dirais, dans le vécu de la rédaction, en discutant avec ses collègues, avec les autres jeunes ou les plus âgés, qu'il a affaire ou pas à un encadrement qui est réceptif ou pas à ce type de, disons, d'expression, d'attente, voire de revendication. Et c'est vrai que dans certaines rédactions, en tout cas, c'est des choses que vous avez dû, je crois, qui sont présentes d'ailleurs dans le livre, mais on a le sentiment que si on fait la moindre remarque, eh bien, effectivement, on va se retrouver de moins en moins bien traité et traité exactement à l'envers de ce qu'on avait souhaité, quoi. À l'inverse, il y a aussi des rédactions, c'est un peu ce que certains appellent des un encadrement, disons, bienveillant, où là, effectivement, il y a davantage d'attention qui est portée à l'égard des attentes des jeunes journalistes. C'est pour ça c'est très difficile de donner une règle générale, et c'est beaucoup dans le ressenti personnel, et probablement en s'adressant davantage à ses collègues, qu'on va voir quelle est la marge de manœuvre. Je pense aussi que peut-être les jeunes journalistes ont peut-être trop peur de se tourner vers les collectifs, et notamment des associations de journalistes et surtout les syndicats. Moi, je suis Hmm. frappé, à part en presse régionale, que très peu font état de la place et du rôle des syndicats. Je pense que je sais bien qu'on est dans une génération qui n'a pas une culture tellement liée à cette approche. Je pense que pour certains, c'est une opportunité qu'ils délaissent et qui pourrait les aider, quoi. Bon, et ça, encore une fois, quand on parlait dans les écoles de journalistes qui ne préparent pas, qui ne Pas préparent du pas à tout. la suite, notamment pour les piges, comment ça fonctionne, bah, je pense que personne dans son école de journaliste n'a entendu parler de syndicats, du SNJ, etc., etc., quoi. Et Pas beaucoup. ouais. Alors ça dépend un peu des écoles, mais c'est vrai que c'est souvent d'ailleurs un reproche, ou en tout cas une remarque, pas forcément un reproche, mais une remarque qui est très présente lorsqu'on fait un retour sur les écoles, qui est de dire l'impression que l'obsession des écoles, c'est l'employabilité. Et effectivement, pour certains, ils vont beaucoup plus loin en disant que on les a poussés finalement à adopter une posture qui était une posture d'acceptation de ce que l'encadrement voulait, quoi, et d'être beaucoup trop comment dire, d'être beaucoup trop docile à Hmm. l'égard des injonctions, et notamment lorsque ces injonctions ne respectent même pas le droit du travail. Alors, vous pensez à quoi quand vous dites que les injonctions ne respectent pas le droit du travail? Bah, par exemple, lorsque vous allez vous retrouver dans une entreprise où on va vous dire ah bah non, non la pige, non, mais le travail sur facture, oui, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on peut vous demander. Hmm. Bon, dans le droit du travail, il y a le non-respect. Pardon.
le non-respect des horaires, par exemple, hein. Il y a toute une série comme ça d'éléments qui peuvent intervenir et qui justifieraient probablement davantage de se rapprocher des syndicats lorsque les syndicats existent, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Hmm. Alors, donc Camille Buteau qui dit dans le chat, je connais plein de pigistes qui ne connaissent pas profession pigiste et ne connaissent Ouais, donc pas leurs droits ni comment se défendre en cas de problème. Alors, donc, bon, dans les rédactions, les journalistes jeunes sont exposés à tout autre tas d'inconvénients, enfin de désagréments. Vous décrivez notamment la fréquence de témoignages vous relatant un climat sexiste. Et c'est quelque chose qui est assez étonnant quand on lit ça dans votre livre, parce qu'on s'imaginerait que bah, le milieu du journalisme, c'est quand même un milieu qui se trouve être à l'avant-garde des évolutions sociétales. ouais, Bon, c'est pas le cas du tout, mais on pourrait se le représenter de cette manière, puisque en tant que journaliste, on a quasi tous rédigé des articles, justement, bah, donnant la parole à des associations féministes, ouais, antiracistes, on est allé dans des manifestations, on est censé les comprendre, et finalement, quand on voit le fonctionnement en interne, c'est pas ce que vous décrivent de nombreux témoignages. Est-ce que vous ouais, pouvez m'en parler? ouais. Bah là encore, si vous voulez, je pense qu'il faudrait faire des distinguos entre les rédactions. On n'a pas toutes les mêmes cultures, mais c'est vrai qu'il faut quand même pas oublier que aujourd'hui on a une population de journalistes qui est presque à la parité, hein, globalement, hein. Et chez les jeunes journalistes, il y a un tout petit peu plus de jeunes femmes que de jeunes hommes. Donc, on va dire qu'on est autour de la parité, mais on vient quand même beaucoup de rédactions, je pense en presse régionale, mais aussi dans l'audiovisuel. On n'a pas toujours cette image. Il y a très longtemps qu'on voit des femmes à l'écran, mais on n'avait pas toujours conscience que dans la plupart des emplois, on était sur des emplois masculins, quoi. Et donc, il reste souvent des cultures de rédaction qui sont quand même encore très masculines, pour pas dire machistes, quoi. Alors, il y a aussi des secteurs qui sont parfois davantage, entre guillemets, où les hommes se protègent davantage ou se réservent davantage ces secteurs. On a tous en tête, évidemment, le Le secteur sport? du sport, mais par exemple, je me souviens aussi, et c'était le cas dans l'enquête précédente sur les journalistes qui quittent la profession, de femmes qui disaient avoir voulu travailler dans le service économique ou dans des services Hmm. politiques et avoir souvent eu beaucoup plus de mal, ayant les mêmes compétences que les hommes, à trouver leur place dans ces services-là. Alors, si vous voulez, effectivement, la question des discriminations de genre, ça passe par des attitudes, hein, par des comportements, souvent des cadres, mais parfois aussi des confrères, qui peuvent tenir des propos tout à fait désobligeants. Bon, c'est du quotidien, le fait que les garçons finissent les phrases des filles. Enfin, vous voyez, les garçons expliquent le sujet que la fille traite dont elle est la spécialiste. Vous voyez, enfin ça, c'est des comportements qui mettent peut-être du temps à être traités Et par puis les c'est uns la et par les société. autres. C'est la C'est société, la c'est pas que société le aussi. journalisme. Et puis, vous avez aussi des choses, si vous voulez, qui sont beaucoup plus carrées, c'est-à-dire, par exemple, sortant d'école, un garçon ou une fille de la même école, dans la même rédaction, vont se rendre compte que leurs bulletins de salaire ne sont pas les mêmes, quoi. Hein. Alors que la fille était parfois meilleure à l'école que le garçon, eh bien, les salaires, et parfois, des décalages de salaire, sont très importants, enfin, sont significatifs, disons. De la même manière, ça va pouvoir jouer peut-être dans l'affectation dans tel ou tel service plutôt qu'un autre. Et puis on a toujours aussi, de la part d'un certain nombre de chefs, non, ce sujet-là, il n'est pas pour toi, c'est un sujet pour les garçons. Hmm, Non, c'est pas un sujet pour les femmes. Ah non, ce reportage-là, il est trop dur pour une femme. Enfin, vous voyez, c'est ça. tous ces éléments-là qui sont un peu... Et puis, il ne faut pas non plus en rester là. Il y a énormément de situations de harcèlement qui sont décrites de la part de collègues ou de la part de cadres, et avec d'ailleurs des situations qui sont assez connues maintenant, hein,
dans des entreprises comme France Télévisions ou comme dans Radio France, où on a, dans certaines France Bleu, par exemple, eu des enquêtes qui ont été menées et qui ont effectivement bien validé des cas de harcèlement sexuel tout à fait avérés, quoi. Et il se trouve que dans ces cas-là, ce qu'on voit souvent, c'est que, alors il y a des mesures qui sont prises, mais qu'elles consistent souvent à déplacer euh, Oui, les oui, chefs problématiques plus qu'à tout à réellement fait. les sanctionner. Tout à fait. Là, de ce point de vue-là, le service public est assez typique de cette situation-là. Mais j'ai aussi, moi, je suis là, je suis à côté de Rouen, donc le quotidien local est Paris-Normandie. J'ai des cas de harcèlement. Alors, il ne s'agit pas de harcèlement de genre là, mais de harcèlement social. Enfin, Mhm. et là. On a avec des gens qui ont été en burn-out liés à ces phénomènes de harcèlement, eh bien, on a déplacé le cadre en question, qui était dans un des départements, mais il est toujours dans la rédaction. Le loup est toujours dans la bergerie. Alors il y a des Oui, gens qui réagissent dans le chat en faisant observer que le sexisme dont on parlait dans les rédactions, il existait déjà dans les écoles de journalisme, qu'il y avait déjà des mm. discriminations dès l'école. C'est quelque chose qui est ressorti aussi dans votre enquête? Oui. Alors il y a, en plus, si vous voulez, un certain nombre de jeunes femmes ont été à l'école, en école de journalisme, au moment de cette fameuse affaire de la Ligue du LOL. Vous savez, Oui. ce harcèlement en ligne qui était adressé par un certain nombre de cadres journalistiques ou de journalistes très reconnus pour certains d'entre eux, qui se livraient à des phénomènes de harcèlement auprès de jeunes consoeurs. Et donc ça a éclaté à un moment donné, vous savez, on a appelé ça donc la Ligue du LOL, enfin ça s'appelait la Ligue du LOL. Et un certain nombre de jeunes femmes étaient en école à ce moment-là. Certains d'ailleurs de leurs enseignants ont été mis en cause dans cette Ligue du LOL, et en général elles gardent l'impression que les écoles ont minoré, en tout cas l'une d'entre elles, a minoré très singulièrement le Hmm. phénomène. Et puis, je sais que pour un entretien au moins, une jeune femme a subi du harcèlement d'un encadrant d'une école, effectivement. Oui. Hmm. Mm. Donc tout ce qu'on raconte, hein, sentiment d'être discriminé en étant jeune, d'avoir des boulots moins intéressants, harcèlement sexuel, harcèlement social, ça a des conséquences, notamment des conséquences sur la santé physique et mentale des interviewés, donc des jeunes journalistes. Vous dites que les consultations sont très fréquentes, notamment des prises d'anxiolytiques. Voilà, on comprend que c'est un métier qui expose à beaucoup de stress aussi. C'est presque Tout à structurel fait. en fait, ce que vous décrivez. Oui, le stress, il est un peu structurel, surtout quand on est dans des métiers où, pour ceux qui travaillent dans des médias rapides, c'est moins le cas peut-être dans les médias plus lents, mais ceux qui travaillent dans les médias rapides, il y a toujours une dimension de stress qui est C'est-à-dire importante. médias rapides, ceux qui réagissent à chaud Bah, à l'actualité. par exemple, oui, c'est ça, ceux qui traitent d'actualité. Dans un quotidien, on a effectivement en permanence, je dirais, un peu l'horloge dans la tête. Et lorsqu'on est en radio-télévision, surtout si on est dans de l'information en continu, mais pas que, on a toujours c'est une certaine dimension de stress. Par ailleurs, ceux qui doivent prendre l'antenne pour faire de la présentation ont là aussi un peu cette notion de stress, enfin, pas cette notion, mais vivent ce stress. Et donc, toute la question est de savoir si on a affaire à un encadrement qui prend les choses en compte, qui accompagne, qui aide, ou est-ce qu'au contraire, on a un encadrement qui va avoir tendance à dire, bah, c'est comme ça qu'on apprend, c'est bon, On est les tous meilleurs, passés par là. oui, et les meilleurs tiendront, les mauvais partiront. Enfin, vous voyez, il y a aussi ce type de propos qui peuvent se tenir. Et donc, effectivement, moi, je suis très frappé dans les entretiens, le nombre de ceux qui disent avoir besoin de médicaments, comme vous l'évoquiez, avoir besoin d'un soutien psychologique, et puis les problèmes, ceux qui sont obligés de s'arrêter pour des questions de burn-out. Là, c'est presque un tiers, hein. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose. Alors, avec des formes plus ou moins virulentes, enfin, plus ou moins, comment dire,
plus ou moins graves, hein. Mmh. Certains vont s'arrêter que quelques semaines ou quelques jours, même presque. Et puis, il y en a quelques-uns. Là, j'en ai encore interviewé une jeune femme. Alors, elle n'était pas dans le livre, mais c'est un entretien plus récent que j'ai fait, euh, qui a déjà été arrêtée plusieurs fois, plusieurs mois. Vous voyez. Et le risque de ces burn-out, c'est que s'ils ne sont pas pris en compte, pas pris en charge par l'entreprise elle-même, en aménageant les conditions d'activité, en aménageant les conditions dans lesquelles on va accompagner ces personnes dans leur travail, eh bien, on va arriver à des cas de burn-out très graves. Et Mmh. là, dans l'enquête précédente, j'avais des personnes qui avaient quitté la profession parce qu'en burn-out sur des années, Mmh. non pas des mois. Vous voyez. Mais quelque part, ce que vous dites, les meilleurs tiendront, de toute façon c'est comme ça et cetera. Il y a une partie de vrai puisque, finalement il y a beaucoup de journalistes qui aspirent à rentrer dans la profession, mais il y a de moins en moins de place. Donc, quelque part, il y a une Oui. forme de sélection naturelle, qui s'opère. Oui, mais si vous voulez, je pense qu'on a un problème d'encadrement, de compétence de l'encadrement. C'est-à-dire que le cas le plus typique qu'on va trouver en rédaction, c'est un ancien bon journaliste, enfin, quelqu'un qui est considéré comme bon Mmh. journaliste et à qui on va demander de faire de l'encadrement et à qui on n'a jamais vraiment, très peu, inculqué de notions d'animation d'équipe et notamment effectivement de comment on accompagne des collègues, des confrères dans leur activité, notamment les jeunes journalistes lorsqu'ils arrivent. Et beaucoup d'entre eux ont plutôt cette représentation selon laquelle finalement les meilleurs, ce seront ceux qui tiendront le coup, quoi. Or, il n'est pas du tout évident, Ouais. et c'est c'est le cas dans tous les métiers. Euh, on peut avoir des gens très bons, les meilleurs, Mmh. peuvent être des gens fragiles et peuvent être des gens qui ont besoin effectivement d'un certain traitement, d'un certain accompagnement, d'un certain coaching. Et ça, je ne vais pas là encore, faut pas généraliser. Un certain nombre de cadres le font, et d'ailleurs dans les entretiens ça apparaît, c'est ce qu'ils appellent les bienveillants, alors que d'autres ne le feront pas. Et ça mènera parfois ces bons journalistes plus fragiles ou supportant moins des situations de tension à faire le choix tout à l'heure on a parlé de la pige subie, de la pige choisie, Ouais. effectivement, et éventuellement, par Mmh. exemple, de gagner des collectifs de journalistes qui vont leur permettre de trouver un environnement de travail où précisément on prendra davantage en compte leur moment de passage à vide ou des choses comme ça. Alors Dany Mello dit, justement: «Les entreprises ne semblent pas prendre sérieusement cette question de l'épuisement des jeunes journalistes». Est-ce que ce constat-là, vous le faites donc d'abord pour les managers, mais aussi de manière générale même pour les entreprises de presse en fait, donc tout ce qui est service RH aussi, est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène de burn-out, d'épuisement, il est pas pris, à sa juste mesure? Alors, je crois que là, il faut certainement différencier, hein. Il y a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles ces questions-là sont davantage. Alors, du côté des RH notamment, hein, c'est vrai que la culture RH est parfois plus sensible à ces sujets-là, mais on a aussi des encadrements qui sont beaucoup plus vigilants à ces situations-là. Il y a même des entreprises, bon, dans le livre précédent, je citais des protocoles qui ont été mis en place, par exemple dans un groupe comme Bayard, avec des visites régulières dans l'année, avec différents types d'interlocuteurs, etc. Et avec éventuellement la recherche de solutions pour des gens qui se trouvent beaucoup trop en difficulté dans leur activité. Parce que là, alors, il y a peut-être la culture de ce groupe, mais il y a aussi le sentiment que, et là, il y a quelques semaines, j'étais à Nantes au Festival de l'information locale et j'ai été amené donc j'ai présenté le bouquin et j'ai été amené à discuter avec des cadres. J'ai rencontré des cadres, donc là c'était en média local, certains cadres qui étaient plutôt dans la problématique.
on a besoin d'accueillir des jeunes journalistes, on a besoin de les conforter dans notre métier hein, de médias local et de les accompagner dans la durée. Donc certains ont cette culture-là, ont cette problématique-là, et d'autres ne l'ont pas du tout. Et parfois, c'est vraiment d'un groupe à l'autre, Mmh. d'une entreprise à l'autre, faisant pourtant apparemment le même métier, on aura des situations complètement différentes. Alors il y a Flarsogis, pardon j'écorche le nom, donc qui nous dit bonsoir, merci pour ce live, merci à toi d'être présente ou présente. Une question, au milieu de tous ces doutes, toutes ces situations de mal-être, de manque de perspective, qu'est-ce qui fait tenir encore celles et ceux avec lesquels vous avez pu vous entretenir? Quels sont les motifs d'espoir et d'envie de continuer dont ils ont pu vous faire part, hélas, par au-delà, pardon, des constats hélas négatifs. Donc ça me permet de faire la transition avec la partie de Mm. notre entretien consacré au sens du travail. Voilà. C'est quoi finalement cette vision encore ancrée, chevillée au corps aux jeunes journalistes qui les font encore croire dans ce métier? Alors, je pense que si vous voulez, vous avez peut-être remarqué là dans les dernières questions, j'ai à plusieurs reprises, je vous ai Oui, dit c'est pas pareil partout. oui, 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 oui. Oui. Mais si vous voulez, je pense que et ça évidemment c'est quelque chose, c'est redoutable. Enfin, je veux dire quelque part, c'est assez redoutable d'imaginer ça, mais de fait c'est comme ça que les choses se présentent. Tout le monde, dès l'école, hein, on va dire. Déjà, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le formidable niveau de ces jeunes hein, avant d'arriver à l'école de journalisme. Et, mais une fois en école, Avant, il y a des, c'est-à-dire ils ont déjà commencé à écrire des papiers, non, ils ont déjà fait d'excellentes études d'excellentes et études, ils ouais. ont souvent, effectivement, comme vous le dites, profité des occasions dès le lycée, à l'université, parfois sur les réseaux sociaux au travers de comptes personnels, parfois dans les blogs, même si les blogs c'est un peu démodé. Enfin, vous voyez, ont déjà beaucoup d'éléments qui les préparent à ce métier. Mais si vous voulez, à l'école, déjà dès l'école, on va voir que d'abord toutes les écoles sont pas faites tout à fait de la même manière. Je ne vais pas faire de hiérarchie, mais bon, incontestablement, il y en a qui sont peut-être plus, qui préparent peut-être mieux que d'autres. Mais et puis surtout, il y a les hasards de rencontres hein, avec des formateurs, les hasards de rencontres dans les stages. Hein. Dès la fin de première année, vous allez en stage en presse régionale. Tous les stages ne se valent pas, là encore. Hein. Tous les accueillants, entre guillemets, ne procèdent pas de la même manière. Donc déjà à ce moment-là, si vous voulez, il y a des comment dire, votre parcours s'oriente un peu, vous voyez, et il peut s'orienter dans des conditions qui vont vous permettre de, de vous engager finalement dans un enchaînement dès la sortie de l'école, où là encore, vous allez rencontrer des gens parce qu'on vous les a recommandés ou parce que ils vous ont déjà, vous les avez déjà rencontrés à l'école, etc., qui vont vous mettre dans des situations qui vont être meilleurs que d'autres, voyez. Et donc, je pense que il y a effectivement un certain nombre de parcours. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, un peu exceptionnels, Hmm. mais qui vont faire que des gens vont d'emblée trouver des choses qui leur plaisent davantage. Et même si il y a quand même ce passage un peu obligé par la précarité, euh, par les web, par les desks web, etc. C'est pas tout à fait la même chose d'être dans un desk web et qu'on vous dise, Mhm. écoute, ouais, tu vas faire ça un certain temps, mais en même temps, on va t'aménager des plages de temps où tu vas pouvoir faire autre chose. Ça existe dans certaines rédactions, pas dans d'autres. Et puis, de toute façon, après ça, alors là encore, est-ce qu'on vous donne un calendrier ou est-ce qu'il n'y a pas de calendrier, vous voyez? Donc il y a comme ça des enchaînements qui vont se produire et qui vont faire que un certain nombre vont avoir la chance, effectivement, de se retrouver beaucoup plus vite Hmm. dans, dans un exercice du métier
qui leur paraît Mm. davantage leur plaire. Alors, on va passer là directement à la troisième réunion Zoom. Je pensais pas qu'on ferait aussi long, mais il y a beaucoup d'interrogations. Donc, bah, à tout de suite. À tout de suite. On va essayer de pas faire trop long après. Ok. Voilà. Donc, oui, dans la question aussi qui a été posée dans le chat, et c'est la question que je poserai là tout de suite, il y a aussi certainement donc pas seulement les personnes pour qui ça s'est bien passé tout de suite, mais aussi celles pour lesquelles bah, c'est encore difficile. Qu'est-ce qui les fait encore tenir finalement? Et je pense qu'on va parler un peu de ce métier passion, de ce métier vocation, et notamment de la passion des jeunes journalistes pour certains nouveaux formats. Voilà, il y a Jean-Marie qui arrive. Euh, voilà, ça devrait être bon. Oui, Jean-Marie, c'est bon, on se retrouve pour la troisième fois. Donc, on continue de parler, hein, évidemment. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver de ce livre Enquête jeune journaliste à l'heure du doute, on a soulevé quand même un tas de problèmes qui se posent à nos jeunes journalistes en rédaction, en pige, même dans les écoles de journalistes. Là, on est un peu en train de se demander finalement qu'est-ce qui fait tenir, qu'est-ce qui fait qu'ils y croient encore. Alors moi, je voudrais vous faire parler des goûts journalistiques de ces jeunes journalistes, notamment quelque chose qui revient extrêmement souvent dans votre enquête, qui est bah, finalement ce malaise concernant l'actualité vraiment chaude, ce qu'ils appellent le hard news, qui semble ne plus correspondre aux aspirations des jeunes journalistes. Il n'y a pas vraiment de passion pour l'actu ou pour l'exclu. Et en revanche, un amour véritable pour les formats plus longs. Voilà, je voudrais vous faire parler sur ça et peut-être me dire si c'est vraiment un phénomène nouveau que vous observez, parce que vous, ça fait longtemps hein, que vous êtes sociologue des médias, donc est-ce que c'est quelque chose de récent et d'inhérent à cette nouvelle génération de journalistes? Alors, si vous voulez, oui, je pense que c'est assez intéressant, effectivement. On a parlé tout à l'heure des motivations initiales, mais après, effectivement, quand ils ont fait l'école, ils ont été dans différentes rédactions ou dans une rédaction, ils ont une idée beaucoup plus précise de ce qui les intéresse ou pas, à quoi ils aspirent. Effectivement, le premier élément, c'est toujours le terrain. Ça, effectivement, on a été journaliste pour être sur le terrain, pour rencontrer des gens, etc. Ensuite, le deuxième élément, effectivement, qui va assez vite se détacher, c'est avoir le temps de travailler. Ils comprennent assez vite, hein, ça a été évoqué tout à l'heure dans la discussion, quand on doit travailler en cadence, à faire 5 papiers ou 6 papiers, comme le disait l'un de vos interlocuteurs, on sait bien qu'on ne peut pas faire un travail qui soit très intéressant. Donc il y a effectivement cette idée, j'aurai besoin de temps, je cherche une activité journalistique où j'aurai du temps. Et souvent, ça va aussi se rattacher, pas toujours, mais souvent, avec la recherche du coup de formats plus longs, hein, que ce soit par écrit ou que ce soit en radio ou en télévision ou sur le web, etc. Donc ça, effectivement, c'est vraiment un ensemble qu'on va retrouver très très fréquemment. Du coup, effectivement, se pose la question de l'actualité. Et moi, ça m'a beaucoup frappé. Là, vous avez raison de rappeler mon âge, en tout cas mon C'était expérience, pas mon parce que intention. non mais non mais ça vient bien. J'ai été prof dans les années 90 au CFJ. Et si vous voulez, je pense qu'à l'époque, euh, faire des directs, faire des, obtenir des scoops, être dans l'actu, y compris dans leur vécu à l'époque d'étudiants puis ensuite de jeunes journalistes, il était évident qu'il fallait avoir lu le maximum de journaux, qu'il fallait avoir écouté le maximum de radio, etc. Et c'est vrai que là, j'ai été frappé par le fait que quelques-uns sont encore, parlent encore de l'actu, euh, comment dire, aiment cette adrénaline, hein, comme ils disent, hein, apprécient cette adrénaline que produire l'actu, que produire. Mais un certain nombre d'entre eux, je dirais la majorité d'entre eux, soit sont, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, soit ne veulent pas le faire.
Et là, ce qui va davantage ressortir, c'est le sentiment que, effectivement, c'est d'identifier, et ça, souvent, les écoles sont responsables parce que souvent, l'actu, c'est le hard news, c'est faire de la news rapide, etc. Et ça, ils n'en voient pas l'intérêt, quoi. Et voire, ils disent, ça m'enferme, ça m'empêche de réfléchir sur le monde dans lequel on Mmh. est, ça m'empêche de trouver des sujets intéressants, etc. Donc il y a dans ce rapport à l'actu déjà ce côté, c'est pas ce que je voulais faire. Par ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a peut-être pas suffisamment conscience, surtout dans votre génération, parce que vous le vivez, mais c'est à quel point on a pu idéaliser la vitesse. Hein. On avait une espèce de mythologie de la vitesse. Or, aujourd'hui, elle est là. Elle est sur les Mmh. réseaux sociaux, elle est dans l'information en continu, et on n'en voit pas vraiment les vertus, quoi. C'est banal et c'est pas forcément vertueux, vous voyez. Donc déjà, il y a cette dimension-là de l'actualité qui va manquer. Et puis, il y a aussi une autre chose qui m'a frappé souvent, et là, je dirais que c'est en creux. Souvent, ceux qui me disent j'aime l'actu euh, parce que ça me donne une vision un peu panoramique, vous voyez, du Ouais. monde dans lequel on est. Mmh. Or, précisément, beaucoup d'entre eux considèrent que cette vision panoramique, c'est pas ce qui les intéresse. Et puis c'est C'est au peut-être une contraire. vision aveugle aussi. C'est à force de tout voir, on voit plus rien. Voilà, exactement. Et eux, beaucoup d'entre eux, ce qui les intéresse, c'est d'aller chercher derrière cette espèce de paravent ou de théâtre, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui est intéressant, et d'identifier des sujets qui sont beaucoup plus porteurs et qui précisément n'émergent pas dans l'actualité. Mmh. Et ça, s'ils ont un idéal, pour certains d'entre eux, c'est beaucoup plus celui-là. Et c'est souvent ce qui va les conduire, ou en tout cas c'est ce qui va conduire un certain nombre d'entre eux à quitter les rédactions, à partir sur cette piste choisie, où là, dans cette piste choisie, ils vont précisément privilégier des sujets qu'ils vont proposer aux rédactions et qui vont aller dans ce sens-là. Et certaines rédactions vont être accueillantes, vont être réceptives, d'autres moins. Et c'est là aussi, si vous voulez, que joue certainement, pour certains d'entre eux en tout cas, le rôle des collectifs de journalistes, parce que dans ces collectifs de journalistes, qui sont souvent des groupes de journalistes de rarement plus d'une dizaine, hein, ils vont être davantage en phase avec cette recherche de sujets un peu en profondeur, qu'on va décortiquer, qu'on va analyser. Ils vont être davantage en phase aussi pour travailler sur des formats originaux à plusieurs, dans le collectif, voire même développer des sujets. Bon, je pense évidemment pour We Report des sujets de reportage, Mhm. mais aussi dans d'autres collectifs, des sujets à leur propre initiative, alors même qu'aucune rédaction n'a rien demandé. J'ai en tête évidemment, par exemple, le travail qu'a fait YouPress, hein, vous savez, la série Femmes à abattre, sur les crimes de femmes politiques, hein, et qui ont, c'est un travail d'initiative du collectif, qui ensuite a trouvé, si je me souviens bien, Mediapart pour le reprendre dans un premier temps. Et là, en ce moment, ils sont en train de travailler sur une version bande dessinée, vous voyez, et de la même manière qu'un certain nombre vont faire des ponts avec l'éducation aux médias, Hmm. à l'information, des choses comme ça. Il y a cette dimension aussi de, pour contourner le fonctionnement actuel des médias, de créer son propre média aussi. Et c'est aussi peut-être en cela qu'on peut expliquer le succès du podcast, qui semble être un format vraiment plébiscité, en tout cas par les jeunes qui ont témoigné pour votre enquête. Tout à fait, oui, le podcast, qui est vraiment le. Alors, quelques-uns sont plus dans la tradition, je dirais, avec le livre. Hein. Beaucoup ont des livres. Alors, beaucoup sont des livres auxquels on pense, mais qu'on n'a pas commencé à écrire. Mais il se trouve que l'une des personnes que j'ai interviewées a écrit un livre assez important hein, sur les réfugiés de Calais. Ah, mais ça me dit quelque chose, Qui ça. Comment s'appelle s'appelle-t-il? L'abattu, et c'est D'accord. Louis Viter. Louis Ouais, Vuitteur, ouais. Ouais. Très ouais. connu, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et il faisait partie de notre Du panel. panel, d'accord. Voilà. Ouais.
Donc, il y a effectivement ces projets longs. Et puis, dans le panel, il y a aussi des gens, effectivement, qui sont sur des profils plutôt indépendants et qui produisent du documentaire aussi. Très bien. Alors, c'est vrai que c'est plus lourd que le podcast. Et inversement, peut-être que le podcast, enfin, je crains que le podcast confronte un certain nombre d'entre eux à la fragilité de ce support qui reste encore difficile à commercialiser, par exemple. Fragilité En- économique. Ouais, c'est ça. Fragilité économique, oui, tout à fait. Ouais. Alors, le livre se conclut par la formule à quoi bon? Parce que, Ouais, alors, on a parlé de, voilà, de difficultés à l'intérieur des rédactions, de difficultés économiques, etc. Mais alors, il y a une difficulté dont on a peut-être moins parlé, c'est tout simplement le fait que ben, des chutes dans les ventes de journaux, hein, la presse papier se lit de moins en moins, c'est aussi tout simplement bah, une chute d'audience. Donc si on se dit on fait des papiers et ils ne seront pas lus, c'est tout le sens du travail qui s'en trouve remis ouais. en cause. Oui, puis je pense, si vous voulez, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur, quand on a commencé sur le doute. C'est sûr, j'arrive pas d'ailleurs à trouver la bonne formule, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de basculement qui s'est opéré, si vous voulez, dans les dernières décennies. C'est-à-dire qu'on a eu, on vient d'un monde où les journalistes avaient étaient une profession plutôt prestigieuse, où les médias étaient perçus comme des acteurs importants pour nos sociétés et notamment pour la démocratie. Et Mhm. là, on est entré, on est effectivement dans un tout autre rapport avec effectivement plutôt un dénigrement, une Ouais, critique un peu permanente, à la fois des journalistes et des médias. Et ça va se traduire, effectivement, c'est pour ça que j'ai repris effectivement cette phrase un peu dure d'un journaliste qui a pris énormément de risques à l'époque en Syrie, à Alep, etc., ah qui oui, ensuite a fait un syndrome post-traumatique après avoir été envoyé au Bataclan et avoir craqué complètement en traitant le Bataclan. Et après, donc lui, il a quitté il y a déjà quelques temps. Il fait tout à fait autre chose. Il fait du maraîchage bio maintenant. Mais c'est vrai qu'il me dit à la fin de l'entretien, vous vous rendez pas compte, mais pour nous qui avons vécu cette révolution syrienne, enfin, etc. euh, les- Alors qu'aujourd'hui tout le monde s'en fout, tout le monde se mhm, désintéresse de la Syrie, etc. Et il enchaîne sur ce à quoi bon. Et alors c'est vrai que on pourrait un peu, c'est peut-être un peu tiré, mais on pourrait un peu se demander si, pour beaucoup, tous ces efforts faits pour devenir journaliste, tous ces efforts faits pour rentrer dans la profession, tous ces efforts faits pour faire ce métier, tout ça pour déboucher sur une espèce de ricanement, voire de parfois d'insultes. mhm. Euh, on peut se poser la question de est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Alors, En tout bah, cas, certains se le posent, ouais, alors j'ai envie se la posent. de conclure quand même sur note négative. Moi j'ai l'impression que tous ces doutes des jeunes journalistes témoignent avant tout de la haute estime qu'ils ont de leur métier. Et j'ai été globalement assez impressionné même par la qualité de leur analyse qu'ils Hmm. livrent dans le livre, dans leur lucidité tout simplement. Est-ce que vous, ça vous donne pas malgré tout de l'espoir quant à cette relève finalement, notamment je trouve vraiment une capacité à se remettre en cause, un corporatisme qui n'existe pas, vraiment une vision de leur métier qui est peut-être dure, mais assez juste, quoi. Oui, oui, non, moi, bon, d'une part, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que tous ne sont pas, n'ont pas vécu les situations dans les mêmes circonstances. Certains ont trouvé et trouvent leur voie. Moi, j'ai quelques-uns en tête qui font des choses tout à fait intéressantes et qui les passionnent. Et puis, par ailleurs, je veux toujours regarder, ça m'intéresse toujours de voir que quitter la profession pour certains, ça peut peut-être ça leur sembler définitif, mais ils ont 30 ans. Euh, et déjà, le temps de l'enquête, une qui avait quitté la profession au moment où je l'ai interviewée,
repris dans la profession et fait quelque chose qui l'intéresse aujourd'hui. Hmm. Et beaucoup d'entre eux ont gardé un pied dans la profession, en tout cas sont vigilants. Et moi, je me souviens d'une femme me disant, mais je pense que je le ferai plus, mais si tel Mais média me dit ça, je le fais tout de suite. Vous voyez, donc il y a quand même toujours cette flamme, je pense, même si à un moment donné, cette pulsion le journalistique sentiment, qui ne quitte jamais. voilà, il suffit de souffler sur la flamme. Voilà. Moi, dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous voudriez que votre livre déclenche comme réaction dans le milieu journalistique? On voit déjà qu'on en parle pas mal hein, de votre enquête, mais vous pensez qu'il faut en retirer quoi finalement? Écoutez, pour moi, c'est pour ça que, une fois de plus, j'ai fait ce livre avec beaucoup de verbatim et très proche de l'analyse et du vécu, hein, de l'expérience des uns et des autres. C'est que je voulais déjà que la chose soit mise sur la table. Qu'on arrête de dire, d'abord qu'on arrête de Hmm. caricaturer, ben, ils sont des enfants gâtés, etc. Ou ils n'ont pas envie de travailler. Enfin, il y a tout un tas comme ça de poncifs qu'on va pouvoir trouver. Donc, il y avait déjà, on met cette expérience sur la table et on l'impose un peu à la vue des uns et des autres. Ensuite, si vous voulez, il y a incontestablement des fragilités dans les organisations des entreprises et notamment au niveau de l'encadrement. Et, et je pense il est impératif que, aussi bien au niveau de l'encadrement des rédactions que des services de ressources humaines, on prenne conscience que les méthodes qui sont utilisées, d'abord, ne sont pas les seules possibles et qu'il y a des marges de progression. Alors c'est vrai que si vous voulez, si on voit beaucoup de difficultés que vivent les uns et les autres, il y a deux facteurs. Il y a un facteur, je dirais, structurel. On n'est pas à un moment très facile. L'économie des médias est Ouais. vraiment très, très fragilisée, etc. Mais il y a aussi un facteur humain. Et ce facteur humain, il y a là des marges de progression. Et là, si vous voulez, je crains que, peut-être parce que justement la période est difficile, on repousse toujours à demain le Hmm. fait Quand ça de ira mieux. voilà, quand ça ira mieux. Et je pense que l'objectif du bouquin, c'est que cet encadrement, que ces entreprises, voire que les pouvoirs publics, peut-être, je ne sais pas s'ils ont quelque chose à faire là-dedans, mais bon, qu'il y ait, au moment des états généraux de l'information, par exemple, hein, qu'il y ait davantage une prise en compte qu'il y a une marge de progression possible. Et puis, je voudrais aussi, enfin, j'espère aussi, qu'on va franchir le mur intergénérationnel. Parce que, vous voyez, j'ai fait plusieurs présentations de cette enquête. Euh, Lorsque je suis le seul sujet, et j'aimerais bien voir qui est en ligne aujourd'hui, par exemple, Oh, euh, à mon avis, des gens de on, mon est, âge, hein, on, à peu près. Hein. on a tous le même, vous avez tous le même âge, voilà. Et ça a été le cas dans les clubs de la presse, ça a été le cas, par exemple, au bar culturel, là, Le 61. le 61, quand je l'ai présenté, personne n'avait plus de 30 ans. Vous voyez. Et donc, là, l'un des objectifs, c'est que de franchir ce mur et que l'ensemble de la profession, je pense que ça commence à marcher du côté des syndicats, par exemple, des associations de Hmm. journalistes, etc. Ça, je pense que le discours est entendu, mais il faut continuer, quoi. Bon, Et bah, en merci tout cas, on va. Ben non, merci de mais me merci donner à vous. l'occasion de le faire. Mais merci, mais surtout merci à vous de nous avoir consacré autant de temps. Bon, devant un public, je pense jeune, mais de toute façon, ça sera en rediffusion sur YouTube, donc on va essayer de partager ce contenu à toutes les générations de journalistes, et peut-être même en dehors du strict cadre du journalisme, parce que ça interroge, hein, vu que le journalisme a quand même une place importante dans notre société. Du moins, c'est ce que nous, jeunes journalistes, on a toujours envie de croire. Je Ouais. vous remercie, donc je rappelle, hein, voilà, le livre, si vous l'avez toujours pas, il est en vente hein, maintenant dans la librairie, Oui, il est en pas vente. de problème. Hein. Je vais montrer sa version parce que là, vous avez une version qui était un peu ratée techniquement. Ah, Alors, d'accord. attendez. Oh, moi, ça m'a pas Il est posé de un peu problème. plus petit, mais, D'accord. euh, mais autrement, c'est la même chose, quoi.
Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut rappeler les détails techniques peut-être du livre, l'éditeur, tout ça? Parce que moi je Alors, l'ai. Ouais. l'éditeur, c'est Entremise Édition. Ouais. Voilà, théoriquement, on peut le trouver. Et si on ne le trouve pas dans une librairie, on peut le commander, le faire commander. Voilà. Voilà. Alors, Amazon fait des choses bizarres en ce moment. Il annonce, il le promet pour la fin décembre, Ah ce qui est un bon, peu une curiosité, mais il paraît qu'ils pour sont en panne de Noël, idée de gestion. cadeau. Oui, voilà. Mais apparemment, on peut le trouver. Moi, j'en ai trouvé dans une librairie tout à côté de chez moi, quoi. Bon bah Voilà. très bien, en tout cas les gens présents dans le chat vous remercient aussi pour ce live, voilà, pour avoir répondu aussi avec précision à leurs questions. Je les remercie aussi d'avoir participé et quant à vous Jean-Marie, je vous encore une fois tous mes remerciements et puis vous pourrez regarder la rediffusion sur Twitch et Ok, sur YouTube et je vous souhaite une bonne soirée et bon je la courage pour la recommanderai. suite. Merci beaucoup, merci. Merci.